Bonjour, je vous souhaite à tous un grand bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cet amphithéâtre historique. C'est la première fois que le GROS, notre association, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce sigle, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, organise une réunion grand public. Donc c'est une première pour vous comme pour nous. Habituellement, nos congrès sont professionnels. Et cette année, pour la toute première fois, nous avons décidé d'ouvrir nos réflexions au grand public. Donc, nous allons vous présenter plusieurs interventions, 5 interventions. Chaque intervenant va faire une petite présentation courte et ensuite, si vous êtes d'accord, on procédera à des questions de la salle. Bienvenue à tous. Il me revient la lourde tâche d'initier le débat avec une approche qui sera, je pense, complémentaire de celle de mes collègues et amis, pour redire quand même que nous ne sommes pas en lutte contre le fait qu'il ne faille pas s'occuper des gens qui ont un problème de poids. L'obésité reste et est une maladie sérieuse. C'est une maladie qui est handicapante, c'est une maladie qui a des conséquences lourdes, sans jeu de mots, qui mérite tout à fait notre attention, notre considération, et qui pendant longtemps a été mal aimée, mal considérée, et je pourrais dire aussi maltraitée. Quand j'ai fait mes études d'endocrinologie il y a déjà un certain temps, c'était une maladie qui prenait à peine un quart d'heure dans le cursus des études médicales, et pour laquelle les recommandations étaient à peu près nulles. Il faut dire qu'à l'époque, on ne savait pas grand-chose sur cette affection, et donc on ne peut pas en vouloir à nos prédécesseurs. Ce qui est tout à fait différent aujourd'hui. On sait beaucoup de choses, on a des connaissances précises sur les causes, les conséquences de cette affection, mais pour autant, nous sommes en grande difficulté pour la guérir. Ce qui ne nous pose pas de problème à nous médecins, car nous ne sommes pas des guérisseurs, nous sommes juste des soignants. Et donc nous sommes capables de soigner et d'aider des gens qui ont un problème de poids. Nous sommes même capables de les aider à ne plus prendre de poids. Nous sommes capables aussi de donner des conseils pour ne pas prendre de poids, mais nous ne sommes pas sûrs de nos résultats et nous ne sommes pas capables de guérir cette maladie. Aujourd'hui, en état de nos connaissances et de nos moyens, nous devons le reconnaître. Alors vous allez dire, mais comment ça se fait qu'il y a tant de gens qui se disent amaigrisseurs, obésologues et toutes sortes de noms du même type? Bien parce que soit l'ignorance est là, soit l'intérêt est là, soit la bêtise est là, soit peut-être n'ont-ils pas encore pris la mesure des dernières notions que nous avons, et en particulier ce que j'ai pu dénoncer dans le rapport que j'ai dirigé pour l'ANSES il y a 2 ou 3 ans sur les dangers et les risques des régimes amaigrissants. Certes, suivre un régime permet dans la quasi-totalité des cas, au moins au début de la maladie, de maigrir. Mais maigrir n'est pas tellement intéressant, c'est pas tellement utile si c'est pour regrossir. Maigrir n'est pas tellement intéressant si on n'a pas été chercher au fond les causes, les tenants, les aboutissants, si on n'a pas fait une analyse profonde, et mes amis le feront, sémiologique, de cette affection et des troubles du comportement alimentaire qui y sont attachés, qui sont d'ailleurs le plus souvent secondaires, ou en partie secondaires, au régime. Alors, est-ce à dire qu'il ne faut pas s'occuper de son alimentation? Moi qui suis endocrinologue nutritionniste, non, bien sûr, il faut s'occuper de son alimentation. Mais ce n'est pas parce qu'on s'occupe de l'alimentation qu'on doit se permettre d'infliger n'importe quoi à nos contemporains. Et le rapport qui a été rédigé donc, il y a 2-3 ans par tout un groupe de travail de l'ANSES montrait bien clairement que s'il y a importance à s'occuper des personnes qui ont un problème de poids, s'il y a importance à
donner un certain nombre de repères alimentaires. Il ne faut pas faire n'importe quoi, car le plus important dans notre exercice médical est avant tout de ne pas nuire. Or, malheureusement, dans environ 90 à 95% des cas, quand les gens partent sur des régimes restrictifs, les conséquences sont douloureuses. Conséquences psychologiques, difficiles, qui seront évoquées par d'autres, conséquences métaboliques, conséquences hormonales, et en particulier, risque très important de reprise de poids, voire de gain de poids ultérieur. Et nous savons aujourd'hui qu'un grand nombre de problèmes de poids commencent lorsque des gens qui n'ont pas d'excès pondéral se mettent au régime. Je voyais encore la semaine dernière une patiente qui faisait 130 kg, qui a commencé à grossir. Le jour à 58 kg, on lui dit qu'elle devait en faire 55. 20 ans après, elle en faisait le double. Alors, bien sûr, peut-être que si elle n'avait rien fait, elle serait arrivée au même niveau. Mais les connaissances médicales nous montrent que, vraisemblablement, elle a aggravé son problème. Alors, certes, nous sommes différents par rapport à l'alimentation, nous sommes différents par rapport au métabolisme, et ça, c'est très important de le rappeler. C'est un des messages que nous avons. Ne pas se comparer aux voisins, c'est le début du malheur. Ne pas vouloir mettre tout le monde dans le même panier, dans le même sac, si je puis dire. Ne pas ériger un poids standard comme une norme internationale qui correspondrait à tout le monde. Accepter nos différences et nos faiblesses. Ne pas se résigner pour autant, mais ne pas faire n'importe quoi. Et c'est tout le mérite du gros, bien sûr, d'avoir ouvert de nouvelles portes, avec toutefois beaucoup d'humilité, car malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui, je le répète, d'améliorer toutes les personnes ou de guérir chacun. Mais peu importe, on est sur un chemin et on peut quand même apporter et soulager. Et aujourd'hui, je pense que pas mal d'autres spécialistes commencent, parce qu'il n'y a pas que le gros qui s'exprime, pas mal d'autres spécialistes commencent à avoir cette approche globale de la personne, de considérer qu'il faut une médecine de l'obésité, de l'obèse, avec une amélioration certaine sur le confort psychologique, sur l'état de santé, sur la gêne, sur le risque, quand on prend en charge médicalement les personnes obèses. Et pourtant, c'est encore souvent un chemin de combattant pour beaucoup de personnes, parce que obèses, on leur dit, écoutez, tout irait mieux si vous étiez moins grosse. Autrement dit, tout irait mieux si vous n'étiez pas ce que vous êtes. Autrement dit, tout irait mieux si vous n'étiez pas comme vous l'êtes. Et donc vous voyez bien la souffrance psychologique des personnes. Et aujourd'hui, heureusement, il y a quand même, alors avec le gros, mais aussi avec d'autres, une prise de conscience de tous ces aspects complexes, difficiles, mais utiles de la maladie. Alors, je ne vais pas être trop long, parce que chacun devra être modéré dans ses propos pour qu'on puisse discuter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'abord, l'obésité n'existe pas. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Moi, je ne l'ai pas rencontré. J'ai rencontré que des personnes obèses. Ce sont des personnes qui sont toujours différentes. Chaque situation est différente. Et chacun est une trajectoire, chacun est un parcours, chacun est une histoire. Et nous devons nous attacher à déterminer, analyser cette histoire. Quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a entretenu? Qu'est-ce qui a fait ce cercle vicieux, et qui est important et que chacun connaît quand on a été confronté à ces questions-là? En sachant que, après, c'est une maladie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses avancent quand même. On admet enfin que c'est une maladie. Alors, ce n'est pas toujours une maladie identique, en particulier quand on ne fait que commencer à avoir quelques kilos, c'est encore réversible. Mais passé un certain stade, ça devient une maladie, et c'est enfin quelque chose dont l'idée progresse. Alors, si c'est une maladie,
eh bien, reconnaissons que nous devons la traiter comme telle et non pas comme une faute, comme un défaut, comme un tort, comme quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut et qu'il devrait. Mais pour autant, ne faisons pas n'importe quoi. Et en particulier, nous avons pris position depuis quelques années contre les régimes fantaisistes, contre les faiseurs, en quelque sorte, de mirages, parce qu'ils sont un facteur important d'aggravation et de dégradation de l'état de santé des gens. Je disais dans le petit mot qui accompagnait le texte de notre conférence, si aujourd'hui certains régimes ou les régimes, on pourra discuter après de cela, étaient un médicament, il ne passerait pas la barre de l'autorisation de mise sur le marché. Parce que dans le rapport bénéfice-risque, le rapport serait très fortement en faveur du risque. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, et je vais laisser la parole à d'autres, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser aller son alimentation dans des sens qui sont absolument complètement désordonnés, mais il faut sûrement aussi se libérer de toutes les contraintes excessives, le poids de pression excessive qu'on met sur notre alimentation. Je dis parfois, il faut sûrement démédicaliser l'alimentation et pour autant remédicaliser l'obésité, ne pas la mettre entre les mains de charlatans ou de gens qui n'ont pas vraiment conscience de la responsabilité qu'ils ont. Alors, moi, je voudrais vous présenter quelques idées fausses qui nous ont fait beaucoup de mal, qui ont fait du mal à beaucoup de gens. Alors voilà, quelques-unes des idées les plus répandues. Manger équilibré et faire des repas équilibrés, prendre 3 repas par jour et surtout ne pas en sauter, manger copieusement le matin et alléger le dîner, et puis la célèbre, manger beaucoup de certains aliments qui ne font pas grossir, sains de fruits et légumes, ça, au moins, et éviter ceux qui font grossir, c'est-à-dire manger moins gras, manger sucré. Donc si vous êtes d'accord, je voudrais juste faire un petit test avec vous. Je voudrais savoir, selon vous, qui pense que pour maigrir, il est nécessaire de manger équilibré et faire des repas équilibrés. Non, allez-y, vous pouvez lever la main. Si je vois une diététicienne du gros lever la main... Bon, alors je vous rappelle que, simplement, si vous mangez 1000 calories équilibrées, enfin, vous multipliez par 2, c'est toujours tout aussi équilibré, sauf que ça en fait 2000. Et si vous multipliez par 3, ça reste toujours aussi équilibré, ça en fait 3000. Et ainsi de suite. Donc ça risque de ne pas suffire que ça soit équilibré. C'est tout de même les calories, la quantité de calories qu'il faut aussi prendre en compte, pour ne pas dire que la quantité de calories. Qui pense que pour maigrir, il faut faire 3 repas par jour et ne pas en sauter ? Les études montrent qu'il n'y a aucun rapport entre le nombre de repas et le poids. On a testé, on a mesuré ce que faisaient les gens, on a fait des expérimentations, on a obligé les gens à fractionner, etc. Et on s'aperçoit que tout ça n'a absolument aucun rapport. Pour maigrir, on peut aussi bien, ou pour grossir, pour maigrir ou pour grossir, hein, on peut aussi bien faire un repas que 10 repas. On a testé jusqu'à 17 repas. Donc on a supplicié des gens et on s'est rendu compte que ça ne changeait rien. Voilà. Manger copieusement le matin, ça c'était quelque chose de très répandu, ne pas sauter le petit déjeuner, faire des repas plutôt légers le soir, vous savez, cette fameuse phrase, manger comme un goinfre le matin. Et puis... Ah oui, c'est le roi. Excusez-moi. Et on a testé. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des gens qui testent les idées qui ont l'air d'être des évidences comme ça. Et par exemple, on s'est intéressé à ceux qui faisaient le ramadan. Donc, eux, ils font tout le contraire de ce qu'on leur dit. Ils mangent plein le soir. Et on s'aperçoit qu'ils maintiennent leur poids et voire parfois, ça peut légèrement diminuer aussi. Et puis, la plus belle, manger beaucoup de certains aliments
qui ne font pas grossir, tels que les fruits et les légumes, et réduire ceux qui font grossir, les aliments gras et sucrés. Donc là, je vous ai présenté, je voudrais vous présenter quelques petites expériences amusantes. Vous vous rappelez peut-être de Morgan Spurlock, qui avait fait un film qui avait fait bien parler de lui, Super Size Me. Ce gars-là a relevé le défi d'aller manger pendant 1 mois au McDo et de manger 5000 calories de McDo par jour en s'imposant une activité physique relativement réduite. Le résultat, c'est qu'il a pris 11 kilos et qu'il a augmenté son cholestérol et déglingué son foie. Du coup, un autre individu qui est professeur de nutrition à l'université du Kansas, qui s'appelle Mark Staub, ça lui a donné une idée. Il a dit, tiens, moi je vais faire la même chose, sauf qu'au lieu de manger 5000 calories, je vais en manger 1800. Et il a mangé 1800 calories de chips, de brownies, de gâteaux à la crème, trucs comme ça. Et le résultat, c'est que lui, en 10 semaines, il a perdu 12 kilos. Et il a, lui, bien amélioré son cholestérol et il a même réduit sa masse grasse. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont réussi à démontrer l'un et l'autre? C'est qu'au bout du compte, vous pouvez manger à peu près ce que vous voulez, n'importe quoi, même très très gras. Ce qui compte, c'est quand même la quantité de calories. 5000, ça ne vaut pas 1800. Alors, Mark Staub ne dit pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Il a juste voulu faire une démonstration. Parce que manger pendant 12 semaines des brownies, des chips, des machins comme ça, je vous assure qu'il faudrait mettre une médaille à ce gars-là, parce que il a vraiment donné son corps à la médecine, hein. Enfin, il a fait... voilà. Alors, donc, si avec la mauvaise bouffe, la malbouffe, comme on a l'habitude de dire... on n'arrive pas à des résultats très concluants. Certains se sont dit, peut-être que si on mange bien, là, on va arriver à avoir quelque chose de très concluant en mangeant vraiment les fruits et les légumes et tout ça. Et donc, il y a des gens qui ont fait des études, là encore, et ils ont étudié une population de jeunes enfants diabétiques. Donc, des enfants très, très à l'écoute des conseils nutritionnels qu'on pouvait leur donner. Et là, quand ils ont analysé leurs résultats, ils se sont rendus compte que ceux qui étaient les plus gros, c'était ceux qui mangeaient le plus de légumes. Donc ça collait pas, quoi. C'est vraiment, ça les a un petit peu choqués. Et ils ont conclu qu'en réalité, ces jeunes exagéraient un petit peu dans leur consommation de légumes. Ils finissaient par en manger un peu trop. Et qu'à la longue, ça finissait par les faire grossir de manger trop de légumes. Donc attention. Parce que les bons aliments finissent par devenir les mauvais. Et puis quelques statistiques comme ça, juste pour fixer les idées. On parle du paradoxe américain. On nous dit tous qu'on s'en portera beaucoup mieux en mangeant moins gras et moins sucré. En fait, en tout cas, qu'on réussira à faire baisser notre poids. Donc, on mesure. On regarde ce qui se passe. Et puis, on va voir un peu à droite et à gauche, on va voir aux États-Unis, par exemple, et on tombe sur ce qu'on appelle le paradoxe américain, où on s'aperçoit que les Américains mangent de moins en moins gras, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils ont diminué leur consommation de gras de 10 à 12%, dans le même temps, l'obésité augmente de 30%. Donc ça colle pas trop bien. Et puis il y a les Australiens aussi qui sont très concernés par le sujet, et eux qui ont essayé de réduire leur consommation de sucre. Donc ils ont réussi à la diminuer de manière extrêmement sensible. Ils ont diminué de 16%, c'est pas rien. En France, il faut que je vous rappelle, elle est stable, hein, la consommation de sucre. Donc eux, ils ont réussi à diminuer de 16%. Et dans le même temps, l'obésité et le surpoids a augmenté de 200%. Ce sont devenus les gens parmi les plus concernés par le problème de l'obésité. Et puis, il y a l'exception française. Nous, on est une exception parce que figurez-vous que nous, on a un plan. Nous, on a un super bon plan pour maigrir. Donc, on est des gens exceptionnels. Et on a démarré notre plan en 2001. Et entre 2001 et 2009, l'obésité a diminué de 50%, augmenté, pardon, excusez-moi. Je vais prendre ses désirs pour des réalités. Elle a augmenté de 50%.
Alors, petit test. Qu'est-ce qui fait grossir finalement? Voilà, je mange un sandwich au saucisson, à la fin du sandwich, j'ai plus faim, et je mange une pomme. Qu'est-ce qui m'a fait grossir? Bravo, mais moi je vais rentrer chez moi. Ouais, bon, d'accord. D'accord, bon celui-là je vous le passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, la plus fausse de toutes les idées fausses, la plus toxique de toutes les toxiques, c'est celle-là. On peut choisir de peser le poids qu'on veut. Bon, ça, si c'était vrai, ce serait formidable. Et puis si les choses se passaient comme ça dans la vie, on adorerait. Moi, je déciderais de ne plus être malade, de ne plus vieillir, tout un tas de trucs qui ne me font pas plaisir. Donc ça ne marche pas comme ça. Un petit rappel pour vous expliquer un petit peu comment les choses fonctionnent. On a tous un poids d'équilibre qui est déterminé. Je vais être très schématique, hein, mais j'espère que mes collègues ne m'en tiendront pas trop rigueur. Très schématique. On a tous un poids d'équilibre qui est grossièrement déterminé par la quantité de masse grasse que le corps est capable de réguler. Bon, donc c'est ça. Ce que je vous montre, c'est des cellules graisseuses. Là. La flèche, elle ne devrait pas être là normalement. Donc si on mange plus que sa faim, tout ce qu'on mange en plus, il faut bien le mettre quelque part. Donc c'est là, ça se met là-dedans, dans ces cellules graisseuses. Donc les cellules gonflent, ça s'appelle une hypertrophie, elles augmentent, leur taille augmente, et ce phénomène est réversible. Donc à ce moment-là, quand la personne va se peser sur une balance, le poids qu'elle va lire, qui va s'afficher, sera supérieur au poids pour lequel elle est programmée. C'est-à-dire qu'elle pèse ce poids-là, mais en réalité, elle reste programmée pour l'autre. Donc, dans ce cas-là, si elle redevient capable de se mettre à l'écoute de ses sensations de faim, elle va revenir au poids pour lequel elle est programmée. Mais si elle continue à manger sans faim, encore et encore, ce phénomène de stockage ne suffit plus, quoi. C'est comme des entrepôts. Hein. Le corps, il bourre les entrepôts qu'il a disponibles, et puis au bout d'un moment, quand c'est plus disponible, il faut bien qu'il en fabrique d'autres. Il va falloir qu'il invente une autre solution de stockage. Et il fabrique de nouveaux entrepôts, de nouvelles cellules graisseuses. Et là, le problème, c'est que ce n'est pas réversible. Et donc, à partir de ce moment-là, le poids qu'on va faire, le nouveau poids, va intégrer une augmentation du poids d'équilibre. On ne pourra plus revenir au poids précédent parce que tout simplement, il n'y a plus la même quantité de cellules dans le corps. Donc, bon, alors, les choses ne sont pas du tout aussi schématiques que ça. Il y a d'autres phénomènes qui interviennent dans la prise de poids et dans le fait que ça ne soit pas réversible. Et puis, c'est pas aussi circulaire que ça. En fait, les deux phénomènes s'enclenchent un peu en même temps. Et il y a des gens qui prennent du poids de manière totalement réversible, c'est-à-dire qu'ils se contentent de remplir les entrepôts. Et puis, il y en a, c'est une minorité. Hein. Et puis, il y a une autre minorité qui, eux, à chaque fois qu'ils prennent du poids, ils fabriquent des entrepôts supplémentaires. Donc, les premiers, dès qu'ils se remettent à manger normalement, ils reviennent à leur poids d'équilibre. Et puis les seconds, ils ont beau se mettre à manger normalement. Le problème, c'est que les entrepôts construits, ils ne vont pas disparaître, quoi. Et donc, ils vont accumuler. À chaque fois qu'ils prennent du poids, c'est un poids qui s'accumule. Donc ça, c'est la minorité. Les deux, c'est les minorités. La majorité, ce sont des gens qui vont mélanger les deux processus. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens prennent du poids et qu'ensuite ils essayent de le perdre, on ne sait pas à quel poids ils vont revenir. Parce qu'on ne sait pas très bien d'avance quels sont les processus qu'ils ont mis en jeu, ni dans quelle proportion. Donc, à partir du moment où ils vont revenir à l'écoute de leurs sensations de faim, ils vont certainement pouvoir perdre une partie de leur poids, mais on ne peut pas dire combien. On ne le sait pas d'avance. Ça va dépendre des perturbations, des transformations physiologiques qui auront été engagées dans le corps lors de la prise de poids. Donc, finalement, pour rejoindre et maintenir le poids d'équilibre, il suffit, c'est quand même un mot qui est un peu rapide, de se remettre à l'écoute de ses sensations de faim et de satiété. Mais le problème, c'est que ce poids d'équilibre, on ne le connaît pas d'avance. On ne peut le découvrir que quand on a appris à manger normalement. Manger normalement, ça veut dire je mange quand j'ai faim, un truc que j'aime, et je m'arrête quand j'ai plus faim.
Et quand je fais ça, je vais finir par atteindre ce poids d'équilibre. Mais ce poids d'équilibre, je ne le connais pas d'avance parce que justement, je le connaîtrai qu'une fois que j'aurai appris à manger normalement. Donc c'est un poids qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà. La réalité, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Et comme dit Jean-Michel, eh bien, on peut aider beaucoup de gens, mais c'est une vraie maladie. Donc ça veut dire que comme toutes les autres maladies, on peut soigner beaucoup de gens, mais pas tout le monde. Et pas non plus autant qu'on aimerait pouvoir les aider. Voilà, je vous remercie. Voilà, oui, c'est toute la difficulté. Et comment fait-on pour manger normalement? C'est pas facile d'être normal, même pour un président d'ailleurs. Et... Alors... Alors, nous avons développé finalement 3 axes dans les prises en charge que nous proposons à nos patients. Et selon les personnes, bien évidemment, un axe peut être plus important qu'un autre. Mais on s'aperçoit souvent que pour beaucoup de gens, il faut travailler sur ces 3 axes. Alors, le premier axe, en fait, c'est de rétablir cette alimentation normale centrée sur les sensations alimentaires, qui a été détruite par tous les efforts que les gens font pour contrôler leur poids. Quand vous essayez de contrôler votre poids en contrôlant votre alimentation, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive, à ce moment-là, il faut surtout ne pas écouter vos sensations alimentaires, puisque ce que vous devez faire, c'est obéir à un plan. Vous devez manger ce qu'on vous dit de manger, ou ce que vous avez prévu vous-même de manger si vous avez fait votre plan tout seul, et vous ne devez surtout pas écouter vos désirs alimentaires. Alors, au départ, eh bien souvent, on les met de côté, ces envies de manger. Et puis, à force de se contrôler, on arrive à ne plus ressentir ces sensations alimentaires du tout. Et là, on est complètement perdu et on est encore beaucoup plus obligé de se centrer sur le plan. Je dois manger ce que le gouvernement me dit de manger, ou ce que mon nutritionniste me dit de manger, ou ce que ma concierge me dit de manger. Alors, en fait, donc, c'est pas la physiologie, ça, à partir du moment, ce contrôle volontariste du comportement alimentaire. La physiologie, c'est au contraire de se mettre au service de son corps. C'est pas nous qui commandons, c'est notre corps qui nous commande. Et notre corps, qui a un système de régulation de la prise alimentaire extrêmement sophistiqué et efficace, nous envoie des messages. En fait, le système est semi-automatique. Il n'est pas totalement automatique. Nos systèmes de régulation nous envoient des messages. Les messages, ils sont assez simples. Il y a un frein, il y a un accélérateur, il y a un volant. Alors, il y a la faim, il y a le rassasiement et la satiété, et il y a ce qu'on appelle les appétits spécifiques qui nous dirigent vers certains aliments plutôt que vers d'autres. Alors, lorsqu'on écoute ces sensations, eh bien, on mange en fonction de ces sensations et on va faire, comme disait Jean-Philippe, on va se stabiliser au poids d'équilibre, qui n'est pas forcément le poids espéré d'ailleurs. Mais c'est un poids qui est très stable. Les gens qui mangent en s'écoutant ont un poids qui ne varie quasiment pas entre 20 et 50 ans. Il y a une petite dérive de 5-6 kilos, qui est déjà trop, à mon avis. Je pense qu'elle pourrait très bien ne pas exister si on était attentif à ces sensations alimentaires. Et donc, on aurait un poids qui serait extrêmement stable. Sachant qu'entre 20 et 50 ans, on mange environ 8 tonnes de nourriture. Ça veut dire qu'on a mangé 8 tonnes et que ces 8 tonnes, on les a dépensées et qu'il n'y a même pas de résidus. On a fait toujours le même poids. C'est un système extrêmement performant. Alors, donc on mange en écoutant ces sensations alimentaires, de faim, de satiété, ces appétits spécifiques, mais ça, on ne sait plus faire quand on a fait plein de régimes, quand on a essayé de se contrôler. Et donc, nous avons mis au point des exercices, une pratique, qui permet aux gens de retrouver leurs sensations alimentaires de faim. On leur fait faire des exercices sur la faim. La faim, c'est aussi quelque chose dont souvent les gens ont peur. Ils ont peur d'avoir faim, parce que quand on a faim, eh bien, on se met à manger. Et quand on se met à manger, on perd le contrôle. Donc, il ne faut pas avoir faim. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nutritionnistes qui vous disent « mangez avant d'avoir faim, c'est trop dangereux d'avoir faim ». Donc, de redécouvrir la faim, redécouvrir le rassasiement. Bon, c'est bien d'avoir un accélérateur pour mettre en route la prise alimentaire, mais il faut aussi avoir un frein pour pouvoir l'arrêter. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête ?
Eh bien, ce qui fait qu'on s'arrête normalement de manger, par exemple, du chocolat, eh bien, c'est la fin du plaisir. Quand vous avez faim de chocolat et que vous en mangez, c'est bon. Et au bout d'un moment, ce plaisir s'éteint progressivement jusqu'au moment où le plaisir disparaît. Et donc, vous vous arrêtez de manger. Bien évidemment, pour pouvoir manger dans ces conditions, il faut manger en étant attentif à son plaisir. Il ne faut pas avaler les choses tout rond, sinon il n'y a pas vraiment de plaisir gustatif. Donc ça aussi, on a mis au point un certain nombre de petits exercices pour réconcilier les gens avec certains aliments qui sont diabolisés et qui sont angoissants, et pour pouvoir, avec ces aliments-là, redécouvrir le rassasiement et donc pouvoir s'arrêter. Le rassasiement global, c'est le moment où, après avoir été rassasié d'un certain nombre d'aliments, la faim s'arrête et on arrive à satiété. La faim a disparu, la nourriture ne nous intéresse plus, et donc on laisse tomber jusqu'au prochain repas, c'est-à-dire jusqu'au moment où la faim revient. Et on redécouvre aussi ses appétits spécifiques, c'est-à-dire le plaisir à manger certains aliments plutôt que d'autres qui nous font plus envie. Il y a des jours comme ça, on a envie, on ne sait pas très bien pourquoi, de viande. Ok, il n'y en a pas. Eh ben, on n'en mange pas. Mais demain, j'en aurai un peu plus envie encore. Et donc, il y a un moment, il faudra bien que j'en mange parce que c'est ça dont j'ai de plus en plus envie. C'est un peu ce qui se passe dans les régimes. Au début, c'est assez facile d'obéir au régime et de manger ce qu'on vous dit de manger. Mais plus le temps passe et plus vos appétences se renforcent sur certains aliments et plus ces aliments deviennent attractifs, jusqu'au moment où vous finissez par craquer. Donc ce travail sur la restriction cognitive que nous faisons, c'est un travail essentiel, mais qui n'est pas toujours facile, parce que vient le deuxième axe de notre prise en charge, les émotions. Dans un certain nombre de cas, nous avons affaire à des mangeurs émotionnels, des gens qui mangent en fonction de leurs émotions. Comment ça peut se faire, une chose pareille ? Eh bien, supposons que vous ayez des pensées pénibles qui circulent dans votre cerveau. Parfois, qui est-ce qui a des pensées pénibles qui circulent dans son cerveau ? Oui, tout le monde, quoi. Bon. Ah oui, tout le monde est comme ça. Et ces pensées pénibles engendrent des émotions pénibles aussi. Et tout ça est assez pénible, finalement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ressent des choses pénibles ? Eh bien, on essaie de les éviter. C'est la première idée qui vient. Et certaines personnes ont trouvé un truc épatant pour éviter leurs pensées, leurs émotions pénibles, c'est de se lancer dans des prises alimentaires qui leur procurent des sensations intenses. Et ces sensations intenses vont masquer les émotions et les pensées pénibles pendant un temps. Ça marche très bien. Donc, vous avez des pensées et des émotions pénibles, vous ne les voulez pas. Et vous vous lancez dans une consommation effrénée, disons, de gâteaux à la crème ou tous ces aliments qu'on vous dit surtout de ne pas manger. Donc les aliments à haute densité calorique ont un effet émotionnel bien plus puissant que les haricots verts. Les haricots verts, ça marche assez mal. Bon. Et donc, vous vous mettez à manger beaucoup, des grosses quantités de nourriture, très vite, en avalant tout rond. Et les émotions se calment. Mais elles se calment malheureusement très temporairement, parce qu'à ce moment-là, vous avez l'effet qui se coule, en quelque sorte, une deuxième série d'émotions qui arrivent, la culpabilité d'avoir mangé tout ça et l'angoisse de grossir. Résultat, vous n'avez pas calmé grand-chose, en définitive, et c'est pour ça que vous continuez à manger. Finalement, ce qui se passe avec la nourriture émotionnelle, c'est que pour certaines personnes, elle n'est pas efficace. Ce qui est normal, parce qu'en fait, manger pour calmer ses émotions est une chose parfaitement normale. Ça ne va pas bien dans la vie, on se dit, tiens, je ferai un bon gueuleton avec mes copains, je fais un bon gueuleton avec mes copains, et ça va un peu mieux. Super. Et puis, des fois, ça ne se passe pas comme ça. En fait, je fais un bon gueuleton avec mes copains, mais j'ai mangé des choses grasses et sucrées, ce qui est très vilain, je culpabilise, et résultat, ça ne me calme pas. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je continue à essayer de trouver ce que je recherche, c'est-à-dire du calme, et je continue à manger. Alors, donc, on travaille sur cet aspect émotionnel, et toutes les thérapies qui touchent aux émotions vont permettre d'y travailler. Donc, par exemple,
les psychanalystes vont travailler sur les aspects psychologiques qui ont des effets émotionnels. Et puis les cognitivo-comportementalistes, ils vont travailler aussi sur les choses qui ont des effets émotionnels. Et aujourd'hui, au gros, nous avons le fait que se soit développé ces derniers temps ce qu'on a appelé la troisième vague des thérapies cognitivo-comportementales, qui est axée sur les émotions, et qu'on pourrait appeler les thérapies cognitivo-émotionnelles. Eh bien, nous avons pris beaucoup d'outils de ce côté-là, et en particulier, par exemple, les outils de la pleine conscience, de la méditation en pleine conscience, donc qui est une façon d'utiliser certaines techniques orientales pour finalement en faire un outil médical. Et on s'est aperçu donc que cet outil médical était très puissant pour pouvoir travailler sur les émotions et faire en sorte que les gens supportent mieux leurs émotions, arrivent à mieux tolérer leurs émotions et n'aient donc plus recours à des prises alimentaires pour pouvoir les calmer. Donc ça, c'est un axe que nous utilisons de plus en plus. Et j'en viens à mon troisième axe, parce que le temps presse. Le troisième axe, c'est le problème du corps. Le problème du corps, c'est qu'il est gros. Et que gros, c'est vilain. Donc je ne peux pas aimer mon corps. C'est pour ça que j'essaie de le faire maigrir. Mais comme ce corps ne veut pas maigrir, je finis par le prendre en grippe et par le détester. Ce corps, je n'en veux plus. Ce gros corps qui m'empêche de vivre ma vie, qui fait que tout rate pour moi, que rien n'est possible, que je n'arrive pas à trouver de travail, que je n'arrive pas à avoir une vie sentimentale et que je ne m'aime profondément pas. Et donc, voilà, le corps devient l'ennemi, devient ce qu'il faut annihiler en quelque sorte. Un moyen, c'est de se couper du corps, c'est d'oublier qu'on a un corps. Pour oublier qu'on a un corps, il y a un truc qui est imparable, c'est de l'immobiliser. Quand vous immobilisez votre corps, il n'existe plus. En tout cas, pendant un petit temps. Et donc, beaucoup de gens deviennent très sédentaires, très, très passifs. Et le travail que nous avons à faire, c'est de rétablir, d'une part, un corps qui va exister et que l'on va pouvoir habiter. Donc, on va proposer aux gens tout ce qui peut aider à habiter son corps, à faire un avec son corps, va être bienvenu pour ce travail de réconciliation avec son corps. Donc le mettre en mouvement est une chose qui est importante. Et le mettre en mouvement, non pas pour faire évaporer des calories, mais pour pouvoir ressentir son corps et se réconcilier avec lui. Et bien évidemment, ça passe aussi par un travail mental, parce que cette détestation du corps n'est pas simplement quelque chose que l'on va pouvoir réparer sans travailler sur ses idées, sur son corps. Et là aussi, donc, on va travailler avec des outils divers et variés. Certains outils de la pleine conscience sont très utiles, justement, pour pouvoir se réconcilier avec ses sensations corporelles, avec son corps, et pouvoir de nouveau habiter son corps. Et ça, c'est quelque chose qui, à notre avis, est absolument indispensable. Accepter son corps tel qu'il est. Ce corps, on aimerait qu'il soit au poids d'équilibre. Tout ce qu'on fait auparavant, c'est pour tendre vers ce poids d'équilibre. Et une fois qu'on y est, il faut pouvoir accepter ce poids d'équilibre. Il faut pouvoir vivre avec ce corps qui ne sera pas parfait, qui sera ce qu'il est. Et ce travail d'acceptation, si on ne le fait pas, eh bien, dans beaucoup de circonstances, le travail qu'on aura pu faire avant s'avérera insuffisant. C'est en fait l'élément qui va permettre cette réconciliation avec le corps, qui va permettre en fait que l'on fasse véritablement la paix avec son alimentation et avec soi-même. Je vous remercie. Depuis les débuts de l'humanité, on n'a jamais pu traiter les gens par des machines, et même si aujourd'hui on s'y essaye, et s'il y a une multiplication des techniques, et si on s'interroge pour savoir quel est le régime, quelle est la technique qui marche, ce qui marche surtout, à mon sens, c'est quand même la relation à l'autre. Donc on va essayer en très peu de temps de développer cette idée. La première idée, c'est qu'est-ce que c'est qu'une relation soignant-soigné. Donc on ne va pas être très long là-dessus, mais je pense qu'on peut rencontrer la personne idoine, que ce soit un médecin, un diététicien, un psychologue, un psychothérapeute, ou plusieurs à la fois. La personne à qui on va pouvoir faire confiance, justement, c'est, comme le disait Balint, c'est sans doute celle qui est là.
Balint, c'est ce psychanalyste anglais du milieu du XXe siècle qui a élaboré des groupes pour les médecins généralistes de manière à ce qu'ils se forment à la psychologie et qui insistait justement sur le fait que le rôle du médecin, c'est fondamentalement d'être là. C'est celui qui est là, c'est-à-dire qu'on ne nous demande pas, d'ailleurs dans le diplôme de médecine, on ne nous demande pas de guérir les gens, on a un impératif de moyens et pas un impératif de fin. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Ambroise Paré il y a bien longtemps, ce chirurgien très célèbre, qui disait « Je le pensais, S-A-I, P-A-N-S-A-I, Dieu fit le reste ». Donc c'était un grand chirurgien qui avait fait des prouesses techniques, et pour autant, il considérait que son travail restait relativement modeste, eu égard à ce qu'on attendait de lui. Je crois que le soignant, c'est d'abord, c'est surtout un guérisseur scientifique. Il est important d'être scientifique, il est important d'être au courant des données actuelles de la science. Si on prend l'exemple de l'obésité, je pensais justement au syndrome d'apnée du sommeil, qui ont été découvertes il y a une vingtaine d'années, qui ont révolutionné, qui ont été une révolution pour un certain nombre de patients, puisque ces gens ne dormaient plus, se réveillaient fatigués, mangeaient pour lutter contre leur fatigue. Et le fait de les mettre en ventilation assistée, pas en ventilation assistée, mais en respiration positive, a transformé des vies, a modifié leur comportement alimentaire, a permis des pertes de poids considérables. Donc on ne peut pas être ignorant de syndrome d'apnée du sommeil, comme on ne peut pas être ignorant des progrès du bypass gastrique ou de la sleeve, des progrès de la chirurgie. Donc il faut bien entendu être informé, il faut être scientifique. Mais il faut aussi être un guérisseur parce qu'on fonctionne tous dans un système de croyances et le patient considère que le thérapeute, le médecin, le diététicien, le psychothérapeute sait quelque chose et le médecin, lui, sait bien qu'il ne sait pas grand-chose. Le thérapeute sait bien qu'il ne sait pas grand-chose. Le diététicien, diététicienne sait et savent qu'ils ne peuvent pas grand-chose. Mais ils ont toujours cette idée que, un peu comme en psychanalyse, il y a quelqu'un qui sait. Quand le psychanalyste ne sait pas et qu'il se tait, ce n'est pas forcément qu'il sait quelque chose. Quand il se tait, il se dit « moi je ne sais pas, mais Freud, lui, savait ». Donc il y a toujours un référent, quelque part une généalogie presque paternelle qui nous soutient et dont on a tous besoin. Alors que fait un soignant finalement ? Que fait un soignant ? Le plus souvent, on ne fait pas grand-chose parce que, fort heureusement, on est tous d'excellents soignants et pour une raison toute simple, c'est que la majorité des pathologies guérissent toutes seules. L'immense majorité des pathologies guérissent toutes seules. C'est un peu comme les restaurants chinois, chacun a le meilleur et puis ils sont quand même tous pleins. Donc tous les médecins sont tous débordés, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Et c'est vrai que la majorité des maladies, fort heureusement, guérissent toutes seules. Il y a 10-15% des maladies qui ne guérissent pas toutes seules. Donc il y en a probablement 5%, ce sont des chiffres totalement arbitraires, qui vont aboutir malheureusement à une issue fatale. Et puis il reste peut-être 5 à 10%. Quand je dis maladie, c'est des affections, des affections qu'on rencontre au cours d'une vie. Ce n'est pas d'authentiques maladies. Il y a 5 à 10% des maladies qui vont être des maladies qu'on pourrait qualifier de chroniques. Et ça, c'est un concept que j'avais développé il y a longtemps et auquel je tiens beaucoup. C'est l'idée des maladies chroniques invalidantes n'entraînant pas la mort. J'avais appelé ça les MCI-NPM, les maladies chroniques invalidantes n'entraînant pas la mort. Parce que je trouve que c'est là que la fonction du thérapeute, la fonction du médecin, la fonction du soignant s'exerce dans sa plus grande dimension. Parce que là, il va falloir tenir, en quelque sorte. Il va falloir tenir dans la durée. Il va falloir pouvoir prendre en charge des gens pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est là que c'est difficile et c'est là que, précisément, la relation, la confiance est extrêmement importante. Est-ce que la régression du sujet face à une maladie chronique est acceptable ? Peut-être. Peut-être. Ça peut lui rendre service d'être traité comme un diabétique ou comme un obèse auquel on prescrit un régime, comme si c'était un petit enfant. Est-ce qu'il faut au contraire le pousser à s'autonomiser et à être un adulte indépendant ? Sans doute, dans certains cas, s'il en a les moyens, oui. Est-ce qu'il faut accepter qu'il y ait des phases et des solutions intermédiaires ? Oui, sans doute. On peut accepter des solutions intermédiaires. Je pense que le thérapeute, le médecin, le diététicien n'a pas à être dans une attitude on pourrait qualifier de paranoïaque en disant l'obésité c'est moi et puis vous avez qu'à suivre mon régime.
Il n'a pas non plus à être dans une attitude démissionnaire en disant l'obésité, c'est vous, et vous reviendrez me voir quand vous aurez perdu 10 ou 15 kilos. D'ici là, je ne veux pas vous voir. Donc je pense qu'il y a une place pour une attitude un petit peu intermédiaire entre les deux. Et c'est là que c'est probablement difficile à gérer, parce que c'est là où la science fait retour, où on s'aperçoit que la génétique prédispose, que l'environnement propose, que la psychologie impose, et qu'il va falloir s'occuper de tout ça à la fois. Donc il s'agit effectivement de gérer une maladie chronique et de trouver une attitude de compromis entre l'idéal et le possible. Et il s'agit aussi peut-être, c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, de dire la vérité. Enfin, la vérité du moment, la vérité d'aujourd'hui, qui sera sans doute une erreur demain, mais de dire notre vérité d'aujourd'hui. Et depuis 40 ans, puisque ça fait maintenant 40 ans que je me suis intéressé à ce champ de l'obésité, j'ai entendu beaucoup de mensonges. Au nom de la toute-puissance médicale, le médecin s'arrogeait le droit de dire « je suis capable de vous faire maigrir, vous pouvez perdre 30 kilos, si vous les reprenez, c'est de votre faute ». J'aime beaucoup la vérité et ça me gênait beaucoup. J'ai jamais pensé que ces mensonges pouvaient être une source de progrès, ni pour la médecine, ni pour les patients. Donc je pense qu'il faut essayer de dire, non pas toute la vérité, parce qu'on n'est pas devant un tribunal, mais de dire une certaine vérité. Et de dire peut-être au patient ce qu'il peut entendre. Ce qu'il peut entendre dans le cadre sans doute de ce qu'il veut entendre, et parfois peut-être de ce qu'il ne voudrait pas entendre. Donc c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Si on prend un exemple très rapide, les super obèses, les gens de 120, 140, 150 kilos, il n'y a pas si longtemps, on leur disait « c'est de votre faute, vous avez qu'à manger moins ». Aujourd'hui, on ne les culpabilise plus du tout. On leur dit « il faut vous faire opérer ». On a trouvé quelque chose. Donc vous voyez, il y a un changement radical dans les attitudes qui est dû à un changement de thérapeutique. Donc je crois que pour pouvoir tenir une relation sur le long terme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pour pouvoir garder la confiance, il faut qu'il y ait un minimum de sérieux, un minimum de science, un minimum de formation psychologique. Et je pense que nous avons tous ici un devoir d'humanité qui dépasse largement le cadre de l'obésité. Donc, voyage, parce qu'il explore plusieurs domaines. Encore inconnu, parce que ce corps est mal perçu, peu écouté. Il envoie des messages, mais souvent dans le vide. C'est la tête qui domine. Le voyage, il va débuter par une rencontre. Nous allons faire connaissance. Je m'appelle Morissette. Enfin, c'est pas moi, hein, je m'appelle Catherine. Je m'appelle Morissette. Je suis une régimeuse. Spécialiste depuis l'âge de 20 ans. À ce moment-là, mon poids était à 60. 30 ans après, je pèse plus de 20 kilos. Moi, Chimène, je n'ai aucune volonté. Je mange équilibré au repas, mais vers 17h, je me bourre de cochonneries. C'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à m'empêcher, ça me rend triste. Pour Agathe, ma mère me dit que je serais vraiment parfaite si je pouvais perdre du poids. Ça fait plus de 10 ans qu'elle me le dit. J'ai 20 ans. Chaque personne qui fait cette demande d'aide est unique. Elle a une histoire, souvent des peines, des difficultés, des souffrances. Elle a ses valeurs, ses compétences. Cette personne a de l'expérience, des ressources. Elle se sent en échec. Le travail sera à sa mesure. Les praticiens gros ont une écoute respectueuse, empathique, dénuée de jugement. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, Non, je rigole. Ils vont accompagner chaque personne dans ce voyage. Après la première rencontre, moi, Morissette, en rentrant chez moi, je n'ai même pas pu dire à Maurice « Alors c'est fini les aliments allégés. Je peux manger de tout uniquement quand j'ai faim. » Ça fait juste 25 ans qu'il me le disait. Quant à ma question « Mais qu'est-ce que je peux manger ?» Vous m'avez répondu « Alban, faites-vous confiance. Quand vous avez faim, demandez-vous « De quoi ai-je envie ?» Et franchement, j'ai trouvé ça bizarre. Agathe dit « Ma mère ne comprend rien à ce que je dois faire. Oh, c'est pas un problème, c'est toujours la même chose. » Béatrice, après notre premier entretien, je me suis dit « Au point où t'en es, cocotte, t'as tellement entendu de théories différentes. T'en as fait tellement des régimes bizarres. Essaye ça au moins. T'embêteras plus ta famille avec ta soupe aux choux, ton son d'avoine. »
Les territoires à explorer sont infinis, mais chacun a son parcours. Le voyage est personnalisé. Parmi les territoires à explorer, nous distinguerons la restriction cognitive. Ici, pour abandonner le contrôle mental, il est nécessaire de retrouver ses sensations alimentaires et ses envies de manger quand on a faim. C'est le lieu des premières difficultés. Voilà ce qu'expriment certains. En fait, cela m'effraie, je n'ai jamais faim. Ou, ça a plutôt été facile, hein. Je me demande pourquoi je ne le faisais pas tout seul. Ou encore, je me suis dit, Rodrigue, non mais c'est pas vrai, t'es fou, en pleine nuit je me réveille pour me demander, j'ai faim ? Ah non, c'était un mauvais rêve. Ou, j'ai essayé de retrouver des gargouillements, manger à ce moment-là, c'est plutôt drôlement agréable. Chimène raconte, c'est la première fois que l'on me dit que manger entre le repas n'est pas le problème, mais peut-être la conséquence. La conséquence des règles que j'essaye de suivre au moment des repas. Alors j'ai essayé autrement. Je me suis reconnectée avec ma faim, avec mon corps, ses besoins. Pas si facile. Hein. Des exercices de pleine conscience m'y ont aidé. Mais c'est incroyable qu'en mangeant, quand j'ai faim, ce qui me plaît au repas, eh ben j'ai beaucoup moins envie de faire ces encas entre les repas. Dans ce territoire, il faut de la patience. On va faire des expériences, des découvertes, à la recherche de la faim perdue, au rassasiement retrouvé, trouver la bonne faim sans peur et sans reproche. Et comme Jacques a dit, maintenant, le plus souvent, quand j'ai faim, je mange ce qui me fait envie et combien j'ai besoin. C'est moi qui décide. Être en restriction cognitive induit des émotions, le trouble du réconfort, des peurs, celle d'avoir faim, celle de manquer. Tous seront petit à petit gommés par son traitement et quelques exercices. René nous dit « Je me sens mieux, je suis moins frustrée, je mange de tout. J'ai appris à ne pas finir mes assiettes, à attendre de manger quand j'ai faim. Avant, avoir faim me faisait peur. » Marie raconte « Je mangeais de temps en temps du fromage pour me faire plaisir. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à m'arrêter. Maintenant que j'ai décidé d'en manger à chaque repas, il y a bien des fois où je l'oublie. » Au-delà de la restriction cognitive, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et apporte son lot d'émotions. Les personnes engagées dans ce voyage, dès que n'importe quelle émotion se présente, ont tendance à manger pour ne plus les ressentir. Anna raconte « En sortant du travail, arrivée chez moi, je me précipitais sur le paquet de gâteaux. Je me disais « Anna, tu sais pourtant ce qu'il faut manger. Qu'est-ce que tu fous ?» J'ai compris que je me donnais du courage pour commencer ma 2e journée à la maison. J'ai compris que mes compulsions alimentaires quotidiennes correspondaient à un mélange de fatigue, d'insatisfaction, de frustration, de culpabilité. J'ai compris que c'était d'autant plus douloureux pour moi qu'à ce moment-là, j'avais aussi honte de moi. J'ai appris à manger en respectant les besoins de mon corps, quelquefois ceux aussi exprimés par ma tête, par mon cœur. Mes compulsions ont quasiment disparu et mon poids diminue. Moi, Philippine, au début de ce travail, je me disais « J'ai toujours faim. » Et puis j'ai pris conscience, en découvrant les signaux de ma faim, qu'en fait, j'avais toujours envie de manger. Avec le temps et quelques exercices, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais toujours envie de me calmer, de calmer mes émotions. J'ai appris à faire des pauses, à faire face à ces émotions, à ne plus les fuir. Je savais que je pouvais manger de toute façon. Et à présent, en cas d'émotion, il m'arrive toujours de manger, mais jamais autant qu'avant. Pour moi, le voyage, me dit Alban, m'a confronté aux montagnes russes de mes émotions. Je pensais que je manquais de volonté. J'ai compris qu'à chaque fois que j'étais content, triste, énervé, détendu, manger était un réflexe, un réconfort. Un peu comme si j'appréhendais de ressentir mes émotions ou pour me féliciter de les ressentir. J'ai appris à faire face aux signes que mon corps m'envoyait, à les accepter et aussi à vivre ces moments sans rien faire, en les dégustant. Le territoire qui concerne l'acceptation de soi et de son poids est souvent en friche. Mais je croyais qu'on pouvait décider de son poids, le poids qu'on voulait peser, me dit Estelle, les yeux ébahis. 1m60, 56 kilos, stable depuis 10 ans. Estelle, je vais être vilaine. Votre poids est génétiquement programmé, comme votre taille. Il serait aussi difficile de grandir de 3 ou 4 cm.
L'acceptation de soi explore des valeurs de la personne, ses points forts, ses points faibles. Cette personne fait le chemin pour accepter qui elle est dans sa globalité. Élise en témoigne avec ces mots. J'ai compris que je suis comme je suis, imparfaite comme les autres. Les lois de la minceur m'avaient condamnée à une double peine, l'insatisfaction corporelle et l'oubli de ce qui comptait pour moi. J'ai réalisé que je suis une mère, et cela à n'importe quel poids. Ce qui compte pour moi, c'est d'élever mes enfants correctement. Ce travail me donne les clés pour les aider à ne pas perdre la tête avec toutes ces histoires de régime. Elles m'ont fait souffrir, elles m'ont fait perdre du temps. Je vais essayer de protéger mes filles contre tout cela. Ces territoires sont imbriqués. La dégustation, la pleine conscience sont travaillés au niveau des territoires en fonction des besoins. La plupart des voyageurs fera l'expérience de la dégustation d'un aliment choisi parmi ceux qu'ils s'interdisaient. Elle est chargée à ma diapo, mais c'est juste pour que ça me détende. Alors, au lieu de dire des bêtises, parmi ceux qu'ils s'interdisaient, donc on choisit un aliment parmi les aliments que le mangeur s'interdit et pour lequel il cédait régulièrement. En somme, un aliment médicament, un aliment calmant, un médicalement. Pour Fernande, ce fut une étape supplémentaire, un voyage dans son enfance. Je suis une vraie gourmande. Je me souviens toute petite, chaque repas était une fête. Ma grand-mère me disait « Fernande, il faut mieux t'avoir en photo ». On m'a mise au régime pour la première fois à 8 ans. J'ai appris à me satisfaire avec des aliments light, ou plutôt j'ai appris à me convaincre qu'ils étaient à mon goût. Au cours de ce voyage thérapeutique, j'ai fait cette dégustation de chocolat au lait. Pas celui de la vache mauve, hein, celui du cheval jaune. Pour moi, il était diabolique. Hein, pas le cheval, le chocolat. Ça a été une révélation. Vivre toutes ces sensations grâce à mon corps, mes 5 sens, c'était la première fois. 1 carré et demi et 30 minutes après, j'ai eu l'impression d'avoir mangé beaucoup, mais sans l'inconfort digestif. Excusez-moi. Le moment le plus mémorable a été celui où, sentant l'odeur de mon chocolat préféré, je me suis vue parachuter dans un goûter d'enfance avec ma grand-mère à côté de moi, vêtue de sa fameuse blouse à carreaux. Elle me tartinait de bonnes grosses tranches de pain avec le meilleur beurre du monde, celui de Louis, le fermier d'à côté. Elle râpait ensuite le chocolat précautionneusement pour qu'il recouvre toute la tartine, hein, sans laisser la moindre place. J'ai réalisé que ce chocolat, en le mangeant, c'était le moment où je me servais une bonne part de bons souvenirs. C'était une part d'amour. En le découvrant, je n'ai plus eu besoin de me remplir. À chacun son parcours. Donc là, vous allez voir 3 parcours. C'est pas de personnes qui ont fait différents exercices. Vous voyez qu'en fait, ça va d'un territoire à l'autre, avec des problématiques un peu différentes. Donc on a le parcours de Morissette, la régimeuse, de Chimène et d'Alban. Tous n'ont pas commencé au même niveau. Ils ont exploré tous les mêmes territoires. C'est difficile à lire ? Non. Voici les cartes des 3 personnes, donc. Au terme du voyage, le corps est beaucoup moins inconnu. C'est un allié. Il fait équipe avec la tête. Au terme du voyage, chacun se connaît mieux, est en paix avec ses aliments, son corps et se sent autonome. Merci de votre attention. Voilà, j'enseigne en BTS diététique et tout ce que vous avez dit ce matin, je suis 100% d'accord. Mais comment faire pour que nos études qui, justement, apprennent des régimes très restrictifs, et si on dit à nos étudiants, ne faites pas ça, mais le jour de leur examen, ils ont 0, parce que c'est... Comment faire est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour faire évoluer ces études qui sont complètement dépassées et où nous avons des jeunes diététiciens qui sortent avec des idées, mais catastrophiques. Voilà. Je vais commencer. C'est rare qu'on pose cette question. C'est vraiment bien comme question.
Je pense que petit à petit, le pouvoir des idées, mon directeur à Pasteur me disait, le pouvoir des idées est plus infectieux que les virus eux-mêmes. Donc petit à petit, si on réussit à toucher un peu un certain nombre de scientifiques ou d'enseignants dans les écoles de nutrition, de diététique, dans les facultés, je crois qu'on y arrivera, mais c'est vrai que c'est très difficile. On se rend compte que le bagage des diététiciens d'abord, est trop court. Tout le monde le sait, c'est trop court en France. 2 ans, c'est trop court. La dimension sociale, humaine de l'alimentation est tout à fait tronquée. Et puis, ces approches sont négligées. Alors, je pense que ce serait peut-être effectivement intéressant que le gros, pourquoi pas, essaye d'avoir des contacts plus formels avec les enseignants de nutrition, d'abord pour les diplômes d'université, et puis le collège des enseignants en nutrition, que je connais un peu au niveau des facultés, mais aussi au niveau des écoles de diététique. C'est une bonne remarque que vous faites. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce que nous, on voit bien, quand les diététiciens arrivent, tout est à faire, tout est à recommencer. Alors, ils ont un bagage, certes, mais il n'est pas adapté, il est dépassé. Et c'est vraiment problématique, parce que les idées du gros ne sont pas des idées du gros, c'est des idées qui sont, qui sont le fruit d'expériences, de connaissances, et qui ne nous appartiennent pas, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se présente comme ceux qui savent contre ceux qui ne savent pas. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité, mais il est clair que les concepts doivent évoluer, ça c'est sûr. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une démarche active, sûrement. On va y réfléchir, je pense. Ça serait une piste pour le conseil d'administration de voir en quelle mesure on ne peut pas prendre des contacts pour faire évoluer les formations. Enfin, je vois que vous êtes nombreuses, hier aussi, et puis nous-mêmes, dans nos journées qu'on organise à Pasteur, maintenant, on a quand même beaucoup de gens qui... mais après le diplôme, quand vous sortez, dur. Effectivement, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur les formations existantes, qui sont, il faut le rappeler quand même, dont les programmes sont déterminés aussi par l'État, finalement. Il y a un diplôme qui est un diplôme national, et il faudrait changer donc ces programmes. Nous, ce que nous faisons en gros, c'est que nous avons une formation. Nous avons mis en place une formation qui vient souvent après la formation, une fois que les diététiciennes, les nutritionnistes diététiciennes ont leur diplôme, ou que les médecins nutritionnistes ont aussi leur diplôme. Mais dans cette formation-là, évidemment, nous apprenons aux médecins et aux diététiciens comment prendre en charge des personnes en fonction des idées du gros. Nous avons aussi, en tant que diététiciens, souvent des stagiaires qui nous demandent à faire leur stage dans nos cabinets, mais qu'on doit refuser parce que, comme vous le disiez, c'est pas possible. Elles n'auront pas leur examen si elles travaillent avec nous pour leur stage. Si bien sûr les théories que vous mettez dont vous parlez là sont très, très convaincantes, pour les gens ici en tout cas, est-ce qu'il est possible de faire des études, des groupes de travail qui auraient, non pas en double aveugle évidemment, parce que comme difficile de pratiquer comme ça, mais en tout cas de pouvoir donner des chiffres comparatifs avec des gens qui passent par telle méthode, des qui passent par telle autre, et au bout de, évidemment, quelques années sans doute, un peu étudier en sachant que le poids n'est pas le seul critère. Je sais que c'est complexe, mais est-ce qu'on peut, à un moment donné, est-ce qu'on pourra opposer des chiffres, des faits ? Oui, je pense qu'on pourra. Je pense qu'on pourra, mais pour avoir étudié à plusieurs reprises les résultats de différentes études, c'est toujours extrêmement difficile, non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas, parce qu'on est confronté à une population qui cherche justement un résultat à court terme, qui cherche l'amaigrissement, qui souvent le trouve, qui regrossit et qui disparaît. Donc dans tous les groupes, dans tous les suivis, on a 80 à 90% de perdu de vue au bout d'un an, 6 mois, 1 an, ce qui rend les comparaisons extrêmement difficiles. C'est vraiment le problème majeur qu'on rencontre en méthodologie,
dans des affections hématologiques, par exemple, on n'aurait pas ce problème. Les gens qui seraient soignés pour une leucémie ou une maladie quelconque viendraient régulièrement. Les gens qui ont une maladie de Crohn, une mucoviscidose, il n'y aurait pas ce problème. Mais là, justement, ce discours ambiant autour de la nutrition qui peut tout, autour de l'amaigrissement magique, fait qu'il y a une fuite. Et même d'ailleurs chez les gens qui ont subi des bypass, qui ont été opérés, et qui devraient se faire suivre attentivement, parce qu'ils peuvent avoir des déficits en vitamines, en micronutriments, etc., ils ne se font pas suivre régulièrement. Donc là, on a vraiment quelque chose de très particulier, de très spécifique, et qui rend la méthodologie particulièrement hasardeuse. Voilà. Donc on est toujours confronté à ce problème, et on va essayer de le prendre à bras-le-corps en utilisant ce qu'on appelle des attachés de recherche clinique qui vont pouvoir pister les patients très régulièrement. C'est l'idéal aussi. Les premières études, il y avait une étude israélienne que j'avais citée il y a quelque temps, qui avait été publiée en 1974, qui avait cherché à évaluer l'intérêt d'une perte de poids chez des gens qui avaient initialement perdu 10% de leur poids, c'est-à-dire quelque chose de pas négligeable, à l'occasion d'un régime, d'une restriction conduite à l'hôpital. Et les Israéliens avaient eu la bonne idée de retrouver le registre de ces patients et de leur rendre visite 14 ans après. 14 ans après, ils ont envoyé une assistante sociale ou un travailleur social avec un pèse-personne pour voir ce qui s'était passé. Alors les 2 tiers des gens avaient été revenus à leur poids de départ, et puis parmi les autres, il y en avait la moitié qui était 5 à 10 kilos au-dessus et la moitié qui se maintenait difficilement 3 à 4 kilos en dessous. C'est une étude très intéressante, mais les patients n'avaient pas été suivis. Il avait fallu se déplacer chez eux. C'est tout le problème. Il y a les études de suivi, d'évaluation, dont le critère est le poids. C'est compliqué. En plus, c'est pas forcément. Il n'est pas certain que ce soit le critère toujours de choix. On peut tout à fait faire baisser un poids et démolir complètement le comportement alimentaire. Mais il y a d'autres études qui sont menées, qui sont peut-être moins globales que celles qui pourraient prendre comme ça des résultats à 5 ans en fonction d'un seul critère, que le critère poids, qui quand même reste un critère intéressant, mais tout de même contestable. Et par exemple, il y a eu avant-hier, lors de notre congrès, des présentations d'expériences qui valident les idées sur lesquelles on s'appuie et sur lesquelles on travaille. Il y a hier des chercheurs qui sont venus nous montrer que le concept de trouble du réconfort, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui cherchent à se réconforter en mangeant des aliments selon le cas, peuvent y arriver, pas y arriver. Des chercheurs qui ont montré à quelles conditions on parvenait à y arriver et qui l'ont démontré à partir d'expérimentations. Ou d'autres chercheurs qui ont montré sur leurs travaux concernant la dopamine que la restriction pouvait être un facteur d'aggravation dans la régulation du système dopaminergique, c'est-à-dire des systèmes de récompense qui participent au rassasiement, etc. Donc, même si on n'arrive pas forcément toujours à avoir, et que ça peut prendre du temps, des résultats de très long terme, on s'appuie quand même toujours aujourd'hui sur des éléments très récents de la recherche scientifique et des éléments qui sont validés. Et nos idées aujourd'hui, jusqu'à présent, n'ont pas été mises en défaut par les résultats de la recherche. Il est très très important qu'il y ait la preuve scientifique et de la recherche scientifique qui soit menée, c'est absolument certain, et c'est d'ailleurs pour ça que le GROS a voulu créer un comité scientifique qui a pour but aussi de valoriser, d'encourager des études qui vont qui vont chercher à savoir si les hypothèses sont bonnes. Parce qu'un bon scientifique ne dit pas « je vais vous montrer que ce que je pense est juste ». Il dit « je vais essayer de savoir si ce que je pense est faux ». Et puis si c'est pas faux, c'est peut-être vrai. Autrement dit, on est vraiment dans une démarche exploratoire. Et donc c'est très très important de mener des études scientifiques. En même temps, il faut aussi se méfier du scientisme, parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on a parfois été trop esclaves, en quelque sorte, des résultats
scientifiques, d'études épidémiologiques qui ont voulu généraliser qu'on est arrivé à des dogmes qui ont été ensuite remis en question parce qu'ils ne tenaient pas compte de la réalité individuelle, par exemple. Donc, à la fois, il faut de la science, à la fois, la personne n'est pas non plus objet de science et que de science. Vous avez vu toute la dimension humaine. Alors, je crois qu'il faut continuer quand même à aller dans ce sens. Il y a effectivement beaucoup de données qui sont en faveur du fait qu'il faut faire autrement, c'est absolument certain. C'est pas facile de mettre en place des études. Nous, actuellement, à Pasteur, on a une étude sur le poids, enfin, sur des personnes qui ont un problème de poids. On a eu du mal avec les comités de protection des personnes, qu'on appelle les CPP, pardon. On a du mal à mettre autre chose que le poids comme objectif principal. On nous a dit, mais attendez, vous vous occupez de personnes qui ont un problème de poids, et vous dites que c'est pas ça qui vous intéresse. On a expliqué qu'il n'y avait pas que le poids, qu'il y avait aussi d'autres choses. Ça a été extrêmement difficile. Donc là aussi, dans le domaine de la science, on doit argumenter en permanence. Et je crois que petit à petit, on y arrivera. Et il ne faut pas se défausser de son utilité, même si elle ne résume pas tout dans la personne, bien entendu. J'avais une question à poser. Est-ce que Gros travaille avec les médias qui sont un vecteur de communication très fort, de bonnes idées ou d'idées préconçues aussi? On n'a pas vocation à travailler avec les médias. Je dirais que les médias s'intéressent à notre travail, mais comme ils s'intéressent au travail de tous les autres. Malheureusement, ils s'intéressent un peu à tout, quoi. Et pas forcément, sans pour autant faire un vrai travail de journaliste scientifique. Le problème, c'est que souvent, ils se contentent d'être une caisse de résonance. Donc, non, mais enfin, il faut bien reconnaître que les médias nous ont quand même beaucoup aidés à la diffusion de nos idées, mais ils ont aussi aidé à la diffusion d'autres idées moins glorieuses. Voilà, enfin, on ne travaille pas avec eux, ils s'intéressent à nous. Et puis je pense que ce qui fera que nos idées prendront de la force, c'est le fait qu'elles soient cohérentes avec l'état de la recherche scientifique aujourd'hui. C'est ça qui donnera la puissance et la force à ces idées-là. Et à un moment ou à un autre, surtout la validation par les études expérimentales. Parce que le jour où on aura des études expérimentales à présenter, oui, les médias s'intéresseront et se feront l'écho de ces résultats, certainement. Les médias s'intéressent forcément, comme tu le disais, à nos approches et à la nutrition. Et je me rappelle, après le rapport sur les régimes, il y a 2-3 ans, il y avait eu toute une... ce jour-là, c'était assez incroyable. J'avais eu 50 appels téléphoniques sur la journée de médias. Je ne savais plus du tout où tourner la tête. Et dans les semaines qui ont suivi, il y avait eu vraiment une prise de conscience des médias en disant, attendez, oui, c'est vrai, les régimes, c'est dangereux, c'est ennuyeux, enfin, voilà, toutes les conséquences. Et puis, petit à petit, c'est revenu dans le sens antérieur. Ils avaient essayé de proposer des alternatives, mais ça ne plaisait pas, ça ne marchait pas. Les gens n'achetaient plus les journaux. Et les rédacteurs en chef disaient, attendez, il faut revenir au régime, là, vous ne voyez pas, vous êtes en train de perdre des abonnés, vous êtes en train de perdre des ventes. Et il y a eu vraiment, ensuite, à nouveau, parce qu'ils sont conscients, mais ils sont eux-mêmes soumis au tyrannisme des médias sous l'angle économique. Et donc, c'est très difficile pour eux, même s'ils le veulent. On leur dit à un moment donné, attendez, là, il faudrait que vous farciez un petit peu de maigritude, un petit peu de régime. Ce serait mieux. Donc, c'est pas facile pour eux. Comment on pourrait adapter ce dernier dans le cadre de pathologies spécifiques? Je pense aux allergies alimentaires, aux intolérances alimentaires, aux maladies cœliaques, etc. Enfin, savoir si, là, à partir du moment où on évite complètement, où on est obligé d'éviter certains aliments, comment on peut adapter le discours, les expériences, les exercices? Les pathologies spécifiques, les interdits, on va dire, les interdits alimentaires.
spécifique. Il y a la restriction cognitive, c'est quelque chose de particulier. En fait, il s'agit d'interdits par rapport au contrôle du poids. C'est pas du tout la même chose que les autres types d'interdits. Il y a tas de gens qui ont des interdits alimentaires, que ce soit pour des raisons médicales, que ce soit pour des raisons religieuses, philosophiques, etc. Ça les dérange pas du tout. Les musulmans font pas des compulsions de côte de porc. Et les végétariens font pas des compulsions de côte de bœuf. Et les allergiques, moi-même j'ai eu des allergies alimentaires aux fraises, je faisais pas des compulsions de fraises. Parce que une compulsion, après on n'en fait plus d'autres, hein, je vous assure. C'est la dernière, on en fait une et après c'est fini. Donc ça c'est pas la même chose. La restriction cognitive, c'est quelque chose de particulier. Ça porte uniquement sur le contrôle du poids, enfin, de l'alimentation, dans le but de contrôler le poids. Et ça pose des problèmes complètement différents d'autres types d'interdits. Donc c'est pas gênant du tout de s'adresser, d'appliquer ces méthodes-là à des gens qui ont d'autres contraintes alimentaires par ailleurs. Les régimes d'exclusion pour des raisons effectivement tout à fait d'allergie, d'intolérance, etc., sont très, très, très différentes et on ne doit pas tellement s'en inquiéter pour les raisons que Jean-Philippe vient d'indiquer. Il y a peut-être simplement une pathologie qui peut poser des problèmes du même type, c'est justement quand on veut proposer une exclusion à ce qui justifie simplement une modération. C'est le cas des diabétiques, par exemple. Les diabétiques ont des problèmes du même type parce que précisément pour eux, ce n'est pas une exclusion qu'il faudrait, c'est simplement une adaptation ou une modération. Et quand on leur propose une exclusion qui n'est pas justifiée, ils vont avoir des troubles du comportement alimentaire. Alors qu'une intolérance au gluten authentique n'a pas de problème. Elle a des difficultés, mais elle n'a pas de problème. Je voulais juste savoir, j'ai pas très bien saisi une chose. Ce que propose le GROS, donc manger quand on a faim, ce qu'on aime et s'arrêter quand on n'a plus faim, c'est de la prévention. Ou une personne qui est obèse, est-ce que si elle suit ces règles-là, est-ce qu'elle va perdre du poids? On a beaucoup de patients qui arrivent en disant bon bah oui, votre système c'est bien pour faire toujours le même poids. Alors je vais d'abord maigrir en faisant un régime, puis je reviendrai vous voir plus tard. Donc, en fait, non. Quand vous mangez en fonction de vos sensations alimentaires, vous laissez à votre corps et à ses mécanismes de régulation le soin de réguler votre poids. Et ce poids se fixe au poids d'équilibre. Et vous revenez à ce poids d'équilibre. Il faut voir que parmi les patients que nous avons l'habitude de voir, eh bien, il y a une grande majorité des gens qui sont au-dessus de leur poids d'équilibre. Et donc, alors au-dessus de leur poids d'équilibre pour toutes sortes de raisons, enfin ils mangent trop, hein, c'est parce qu'ils mangent plus que leurs besoins. Et en particulier les gens qui ont des compulsions alimentaires, qui mangent en fonction de leurs émotions, sont très très souvent des gens qui mangent bien au-delà de leurs besoins. Et donc manger selon ses besoins suffit à faire maigrir, et il n'y a pas de privation particulière puisqu'on obéit à sa faim. En fait, on ne se pose pas la question de savoir à quoi sert la faim habituellement. Ce n'est pas une question. Bon, on pourrait essayer. À quoi ça sert d'avoir faim? À quoi sert la faim? À quoi sert la satiété? La fonction de la faim et de la satiété, c'est uniquement de nous ramener et nous maintenir à ce fameux poids d'équilibre. Donc quand on y est, en mangeant à sa faim et en fonction de sa faim et de sa satiété, si on est au poids d'équilibre, on y reste. Mais si on quitte le poids d'équilibre, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire si on prend du poids ou si on en perd, la fonction de la faim et de la satiété, là encore, c'est de nous ramener à ce poids d'équilibre. Voilà. Voilà à quoi elle sert en fait. Elle sert ces sensations-là. Et la plupart des gens la totalité ou quasi la majorité des gens qui ont pris du poids sont des gens qui mangent plus que leur faim, parce qu'il y a des exceptions médicales, on va dire, la plupart du temps. Donc à un moment, on mangeait plus qu'ils n'avaient faim, plus que leurs besoins. Et la plupart des patients que nous voyons,
ce sont des patients qui sont encore dans cette situation, c'est-à-dire qui, pour des raisons différentes, mangent plus qu'ils n'ont faim. Donc en leur réapprenant à se mettre à l'écoute des sensations de faim, ils mangent moins. Et finalement, médicalement, physiologiquement, manger moins suffit à faire perdre du poids, dans la majorité des cas. Je trouve que votre question est très très intéressante parce que il y a bien sûr cette interrogation, si je veux maigrir, est-ce que c'est adapté ? Autrement dit, vous êtes en train de dire c'est donc adapté aux gens qui n'ont pas de problème de poids. Alors on vous a expliqué que ce n'était pas le cas. Alors qu'en est-il pour les gens qui n'ont pas de problème de poids ? Les gens qui n'ont pas de problème de poids, normalement, ils ne font pas attention à tout cela, puisqu'ils ont leurs sensations, ils les écoutent et personne ne nous apprend. Et c'est très bien. Il ne faut surtout pas apprendre, il faut vivre. Comme je dis souvent pour les parents, dites à vos enfants, il est l'heure, on passe à table, on mange. On mange quoi ? On mange, c'est tout. Enfin, il faut arrêter de vouloir trop imposer des choses. Qu'est-ce que tu veux manger, etc. On va manger ça parce que c'est bon. Non, on mange. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas de problème de poids, qui se mettent à observer, mesurer, calculer leur alimentation pour ne pas grossir. Ils vont grossir. Parce que justement, ils ont arrêté d'être dans la spontanéité, cette souplesse naturelle que notre corps a. Et c'est vraisemblablement, bon, c'est pas un facteur majeur, mais c'est un facteur peut-être non négligeable dans l'épidémie d'obésité qu'on a observée depuis quelques années. C'est le nombre de gens qui cherchent à se contrôler alors qu'ils ne devraient pas se contrôler. Non seulement parce qu'ils ont un poids normal, quand on a un poids normal, il ne faut pas chercher à maigrir, mais en plus parce que quand on a un poids normal et qu'on a une alimentation normale, il ne faut pas chercher à calculer, à mesurer, à contrôler. C'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir des problèmes. Et donc, il y a tout un discours différent. Alors, tout à l'heure, avec Jean-Philippe, il a été un peu fort sur le PNNS. Je pense que le PNNS, s'il n'existait pas, on est des bons Français, hein, s'il n'existait pas, on le critiquerait. Il existe, on critique toujours. L'art de la critique, c'est le sport national en France. Hein, c'est pas le foot. Mais, non, mais c'est vrai. Le PNNS, globalement, a apporté un certain nombre d'éléments intéressants parce qu'il ne s'est pas intéressé qu'au message. Il a aussi des programmes sur la nutrition dans les hôpitaux, etc. Puis, le PNNS est quand même quelque chose qui a fait progresser aussi l'industrie. Bon. Mais on déplore l'utilisation qui en a été faite. Alors, les instigateurs ne le pensaient pas, ne savaient pas. Ils n'imaginaient pas que les 5 fruits et légumes, le moins gras, moins sucré, poseraient des problèmes. Ils étaient pleins de bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de gens qui ont plein de bonnes intentions. Donc, effectivement, quand on cherche trop à compter, est-ce que j'en ai mangé 5 aujourd'hui, ou j'en ai mangé 3, ou j'en ai mangé 4, ou 6 ? C'est là où il y a des problèmes qui arrivent. Bon, voilà, je crois que c'est une question importante, parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, de poids normal, se mettent au régime. C'est dramatique. J'ai 3 questions, mais elles sont courtes. La première, qu'est-ce que la thérapie cognitivo-émotionnelle ? La seconde, c'est en quoi consiste le travail sur l'estime de soi et dans quelle mesure il contribue à la perte de poids ? Alors, les thérapies cognitivo-émotionnelles, et il faudrait même dire les thérapies comportementalo-cognitivo-émotionnelles, pour bien faire. Pendant très longtemps, les comportementalistes se sont intéressés uniquement au comportement. Et puis, il y a environ une trentaine d'années, au comportement, c'est-à-dire ce qui est visible, de l'action qui est visible et que l'on peut mesurer. Et puis, il y a une trentaine d'années, on s'est intéressé aux cognitions, c'est-à-dire à ce qui se passait dans la tête. Les pensées, les raisonnements, les façons de conceptualiser. Et là, ça a été un réel progrès. Et puis, depuis une dizaine d'années, on s'intéresse maintenant aux émotions qu'on avait un petit peu laissées tomber, sur lesquelles on n'avait pas d'action. Et donc, on a développé des thérapies où on agit directement sur les émotions. Dans ce courant-là, c'est un courant qui est en plein développement, la pleine conscience, la méditation en pleine conscience est apparue comme un outil particulièrement puissant et qui change un petit peu la façon dont on voit les choses. En thérapie cognitive, par exemple, on est beaucoup dans la rationalité. Vous avez une pensée comme par exemple « je suis nul ». Je suis nul, à mon avis, c'est une pensée qui est probablement la pensée la plus internationale et la plus... que tout le monde a dans sa tête ou a eu dans sa tête. Et c'est une pensée qui
nous traverse le cerveau sans arrêt, à quasiment tout le monde. Eh bien, en thérapie cognitive, non, il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils sont nuls, ils ne sont jamais nuls, ils sont toujours pas nuls. Oh, bravo. En thérapie cognitive, on va discuter la rationalité pour voir si je suis vraiment nul, si je suis un peu nul, beaucoup nul, complètement nul. Et donc ça, c'est la thérapie cognitive où on est dans la rationalité. Dans la thérapie émotionnelle, on va plutôt considérer que cette pensée est quelque chose qui traverse notre esprit et que dans la mesure où on n'adhère pas à la pensée, où on arrive à s'en distancier, à faire un petit pas en arrière pour juste la regarder passer, sachant que nous ne choisissons pas nos pensées, que les pensées traversent notre esprit, mais que ce n'est pas nous qui décidons quelles pensées vont traverser notre esprit et à quel moment, eh bien, à ce moment-là, on les laisse simplement passer et leur pouvoir de nuisance émotionnelle en est fortement altéré. Donc, on a développé des thérapies où on prend de la distance par rapport aux pensées. On ne va pas chercher à démontrer qu'on n'est pas nul. On va simplement se dire « Ah ouais, tiens, il y a des fois, je me dis je suis nul. Ok, bah oui, c'est une pensée qui peut me traverser l'esprit. Mais quelles sont les choses importantes dans ma vie? Qu'est-ce qui compte dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour aller dans le sens de mes propres valeurs ?» Et de cette façon-là, eh bien, on va avoir un petit décalage et on va pouvoir supporter aussi les émotions qui viennent avec les pensées. Donc voilà, pour dire en quelques mots, je ne sais pas si je suis assez clair, en fait, on a un peu... Il y a une formule que j'aime bien, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais j'aime bien la placer. On a changé de paradigme. Moi, je voudrais savoir comment trouver le bon soignant ou la bonne équipe soignante qui fera entrer dans le processus d'amélioration et de réconciliation avec son corps. C'est vrai que c'est difficile. Nous, je dirais ce qu'on essaye d'apporter comme solution à votre question, c'est la création d'un annuaire des personnes qui ont été formées à nos approches. Donc il est consultable sur Internet. Sur le site gros.org, on peut trouver la liste de tous les praticiens sur le territoire français, un petit peu aussi en Belgique, en Suisse, enfin en général les pays francophones. Voilà. Donc c'est très insuffisant, on en est bien conscient, mais enfin c'est notre façon de contribuer à aider les personnes à trouver. Un autre moyen aussi qu'on a mis en place avec Gérard, c'est des prises en charge en ligne pour des gens qui n'arrivaient pas justement à trouver très facilement les thérapeutes adéquats. Le nom, ça s'appelle linecoaching.com. Voilà. Oui, je vais donner une petite information supplémentaire. Je pense que c'est très difficile de trouver le bon thérapeute pour un individu donné, mais que dans ce domaine de l'insatisfaction corporelle, du poids, du surpoids, de l'obésité, des troubles alimentaires, il n'y a pas une réponse, bien entendu, il y a beaucoup de réponses, mais c'est aussi des symptômes, des pathologies qui évoluent. Ce n'est pas la même chose pour une enfant de 8 ans qui est sous l'influence de sa mère, pour une jeune fille qui est en conflit et qui sacrifie sa physiologie à sa psychologie, pour une jeune femme qui vient d'accoucher, pour quelqu'un qui est arrivé au stade des complications. Il y a, disons, une première étape qui va être différente, qui tient compte de la réalité immédiate à laquelle le sujet est confronté. Est-ce qu'il faut s'occuper du physique, du somatique, de la médecine? Et puis, secondairement, s'il y a des facteurs psychologiques que d'aucuns appellent émotionnels, comment est-ce qu'ils vont pouvoir être pris en charge? Est-ce que cette thérapie cognitivo-émotionnelle va être adaptée? Et effectivement, elle l'est souvent. Et puis il y a des gens qui vont demander une thérapie plus profonde, une thérapie plus analytique, qui remonte à l'histoire et à la préhistoire du sujet, et même à une dimension généalogique, et à laquelle le cognitivisme ne répondra pas. Donc l'économie du symptôme, au fond, à tous les niveaux, somatique, psychologique, psychosomatique, joue un rôle. Et c'est peut-être de ça dont il faut tenir compte, et peut-être il faut 1, 2, 3 entretiens avec un thérapeute ou avec plusieurs pour déterminer quels peuvent être les styles de prise en charge qui sont adaptés à un individu donné en fonction de ses exigences, de ses ambitions, de son niveau de mentalisation, de symbolisation
mais aussi en fonction de sa culture aussi, c'est très important. Donc c'est vrai que c'est pas facile et qu'à une époque où il y a 700 ou 800 types de thérapies existantes, on a du mal à s'y retrouver. En fait, tout va se nouer dans la relation. C'est qu'un jour, c'est une rencontre, c'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. Et il y a des moments où on a envie quand même de plus s'engager avec quelqu'un et avec qui on a l'impression que ça va marcher. Alors, je vais peut-être compléter aussi. Il faut mieux qu'il fasse partie du gros, excuse-moi. On s'est quand même aperçu que les thérapeutes qui n'abordaient pas les problèmes alimentaires de façon assez concrète n'avaient pas d'effet. Enfin, ces thérapies-là avaient peu d'effet sur les comportements alimentaires. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent, voilà, j'ai fait une psychanalyse, ça m'a sauvé la vie. Vraiment, j'en suis très reconnaissante à mon analyste, mais mes boulimies, mon poids, ça n'a pas bougé du tout. Et je crois que ça, c'est important. Il faut s'adresser à un thérapeute qui connaît les problèmes alimentaires, les troubles du comportement alimentaire, et qui a cette capacité. J'aimerais savoir, dans le cas d'une obésité depuis l'enfance, sachant que les cellules graisseuses se multiplient et ne sont pas réversibles, est-ce qu'il est possible que le poids d'équilibre soit un poids qui est dans l'obésité ? Oui, malheureusement, il faut comprendre que l'obésité est une maladie. Et qu'il est tout à fait possible qu'une personne présente un poids d'équilibre qui soit dans l'obésité, voire dans l'obésité massive, ou il est tout à fait possible qu'une personne présente un poids d'équilibre qui soit simplement un surpoids ou une obésité modérée, avec des complications. Et la vérité n'est pas facile ni à dire ni à entendre. La médecine d'aujourd'hui ne sait pas faire baisser ce poids d'équilibre. Alors, pour les personnes qui ont des surpoids, des obésités, de très fortes obésités, des obésités massives, on a aujourd'hui finalement plus de solutions que pour des personnes qui ont des obésités modérées ou de simples surpoids. On peut, grâce à des techniques chirurgicales, la chirurgie bariatrique, faire en sorte, non pas de changer le poids d'équilibre, mais d'aider ces personnes à se maintenir sans effort au-dessous de leur poids d'équilibre. Voilà. Donc, voilà aujourd'hui l'état de la médecine. Voilà où nous en sommes. Alors, je pense que par rapport à des questions comme celle-là, si vous voulez, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà d'analyser un peu le pourquoi des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les marges de manœuvre ? Il y a souvent des petits pas qui peuvent être faits, soit pour améliorer un peu, en tout cas améliorer sur le plan du confort, sur le plan psychologique, sur le plan de la relation à la nourriture, de la relation au corps. Et puis aussi souvent, on peut aider les gens à se stabiliser, ce qui est déjà un très grand progrès. Parce que quand on ne fait rien, l'évolution naturelle, malheureusement, de la maladie obésité, c'est l'aggravation, pour des raisons qui sont bien connues, qui sont métaboliques, qui sont liées à des aspects liés à l'âge aussi. Et donc, ne plus s'aggraver, c'est déjà beaucoup. Ensuite, éventuellement, la chirurgie bariatrique, bien entendu, en sachant qu'il ne faut pas la présenter comme une solution sans problème, une solution pour tout le monde. Il y a beaucoup d'inconvénients à la chirurgie bariatrique. Il y a beaucoup d'échecs aussi à la chirurgie bariatrique. Mais parfois, c'est un sauvetage, et parfois, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup. Donc, attention à pas penser que quand je serai gros et très gros, c'est ça que je vais faire, comme ça, je serai tranquille. Parce qu'on arrive aussi à des gens qui veulent grossir pour passer dans la chirurgie bariatrique. Alors, on sait bien qu'aujourd'hui, les chirurgiens sont en train d'abaisser l'IMC à partir duquel on va pouvoir opérer, mais si ça continue, il va y avoir des problèmes de santé publique et d'économie de la santé, parce que le nombre de personnes opérables est considérable. Rien que les obésités massives en France, c'est 500 000 personnes.
plus de 40 kg par mètre carré, c'est à peu près 500 000 personnes. Donc aujourd'hui, on opère à peu près 20 000 par an. Donc vous voyez, c'est dramatique. Donc si on passe à 35, on va opérer 3 millions de personnes. Donc voilà, donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une approche individuelle sans se décourager, mais admettre aussi. Alors moi, j'ai envie de dire que l'obésité, elle est malade de plusieurs parties, mais je ne vais pas être long parce qu'il y a d'autres questions. Il ne faut pas oublier que les gens obèses souffrent aussi du regard des autres. Et je crois que c'est très important qu'on parle de ça, le regard des autres. On a beaucoup parlé à plusieurs reprises, s'aimer soi-même, mais souvent on ne s'aime pas soi-même aussi parce que soit on pense que le regard des autres est impitoyable, soit parce que le regard des autres est vraiment impitoyable. Et je crois qu'on a vraiment tout un travail à faire là-dessus, sur un regard bienveillant vis-à-vis des personnes qui ont un problème de poids. Ça ne veut pas dire laxiste. Je voulais le dire, ça me semble important. La question va être très courte. C'est sur cette notion de fonction naturelle de faim et de satiété. Puisque finalement, votre concept est basé là-dessus, avec que ce soit la pleine conscience, de revenir dans ces sensations. Est-ce que, une question peut-être naïve, puisqu'il y a un phénomène irréversible dans les cellules graisseuses, serait-il possible que cette fonction dite naturelle, on ne puisse pas la recontacter? Peut-être une question très naïve de ma part, mais ça me passait par l'esprit. Voilà. Pour revenir à son poids naturel, il faut pouvoir s'écouter soi-même, savoir quand on a faim et s'arrêter. À partir, si les gens, pour des raisons que ce soit surpoids ou maltraitance dans le comportement alimentaire, donc cette fonction a été ignorée, annihilée, disparue. Enfin bon, est-ce que cette fonction naturelle peut-elle recontacter à tout moment dès lors qu'on met de la pleine conscience ou autre chose? Oui, il est possible, la plupart du temps, de recontacter, c'est de se remettre à l'écoute, au contact de ces sensations de faim. Mais, comme on a essayé de l'expliquer, ça ne veut pas dire, compte tenu des évolutions métaboliques à l'intérieur du corps, que la personne pourra retrouver ce que vous appelez... Alors, je ne sais pas ce que vous appelez son poids naturel, mais si c'est le poids qu'elle avait, par exemple, à l'âge de 20 ans, ce ne sera pas forcément possible. Parce qu'il y aura pu y avoir des perturbations métaboliques qui auront déplacé le poids d'équilibre. Donc en fait, en l'aidant à retrouver leurs sensations et à se remettre à l'écoute des sensations de faim, on aide les personnes à revenir à leur poids d'équilibre, sachant que ce poids d'équilibre a pu se déplacer au cours de la vie. Est-ce que ça répond à votre question ? Je pense que la question c'était, est-ce que les sensations de faim et de satiété peuvent avoir totalement disparu et ne plus jamais revenir ? Voilà, je vous avoue que c'est une question que je m'étais posée il y a une trentaine d'années. Effectivement, il y avait certains éléments qui pouvaient faire penser qu'on pouvait... qu'en fait, le problème, c'était que les sensations de faim avaient disparu, de satiété avaient disparu, et que c'est pour ça qu'on devenait gros, et qu'en particulier, à l'époque, il y avait des théories sur l'externalité, que, en fait, les externalistes n'auraient peut-être plus ces sensations de faim. Et puis, en fait, ce qui a été montré, en définitive, c'est que non, c'est pas que ces sensations disparaissent, c'est qu'on ne les écoute pas. Elles sont toujours là, elles sont enterrées, et on peut les ressortir du placard avec un certain travail. Donc elles ne sont jamais perdues, ça n'est pas possible de perdre la faim, c'est quand même quelque chose qui, au niveau neurologique, est situé très, 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 très bas dans le cerveau, si vous voulez. Ce sont des données vraiment inscrites très profondément dans les parties les plus archaïques de notre cerveau. Parce que même les animaux, ce fonctionnement de faim et satiété, c'est pas spécifique à l'être humain, c'est spécifique à tout être vivant. Et effectivement, pour qu'il soit gravement perturbé, il faut presque avoir des altérations neurologiques, des tumeurs, des traumas, des choses comme ça. Alors, est-ce que psychologiquement, on pourra arriver à une destruction aussi sévère ? Je crois que la question elle va rester ouverte. Peut-être... Puisque vous êtes psychologue, je pense que vous pensez aussi que des sujets durablement déprimés peuvent perdre la faim et qu'il s'agirait de traiter leur dépression pour qu'ils puissent la retrouver, ce qu'on observe souvent, que l'anxiété vient brouiller le tableau de bord sensoriel, et c'est vrai qu'en traitant l'anxiété, on peut l'améliorer. Et puis, on voit des anorexiques chroniques restrictives qui ont vraiment perdu la faim. Alors, est-ce qu'elles ont vraiment définitivement perdu la faim parce qu'elles ont mis au repos
effectivement des zones cérébrales, amygdale, circuit limbique et circuit de la récompense dopaminergique. Ou est-ce qu'elles sont encore dans le déni et qu'elles crèvent de faim et qu'elles crèvent de vivre mais qu'elles n'en sont pas capables? Donc c'est tout un registre sur lequel on peut faire de la recherche. Et puis pour faire court et pour terminer de manière amusante, j'aime bien citer Coluche qui disait « Moi j'ai jamais faim, je mange toujours avant ». Donc il avait perdu ses sensations. Et puis il disait aussi, et ça pourrait s'appliquer à ceux qui ont dépassé leur faim, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Donc voilà, on peut peut-être travailler sur ces deux registres-là aussi. Effectivement, les anorexiques perdent la faim en dessous d'un certain indice de masse corporelle. Et lorsqu'on les fait regrossir, au-dessus de 16-17, elles retrouvent la faim qui réapparaît à ce moment-là. Mais effectivement, quand elles sont trop maigres, la faim disparaît vraiment. Je voulais savoir si le gros avait entamé des contacts, ou je ne sais pas, avec la sécurité sociale ou la médecine du travail pour faire reconnaître l'obésité, je ne sais pas, ou le surpoids en tant qu'handicap réel. Voilà. Non, c'est pas notre. Enfin, c'est pas. C'est pas notre rôle, nous, d'agir à ce niveau-là. Notre rôle, c'est plus un rôle d'alerte. On a intégré complètement dans nos prises en charge ce travail sur la stigmatisation des personnes obèses, et on intervient très régulièrement dès qu'on nous le demande, pour signaler que la stigmatisation joue un rôle dans l'aggravation des problèmes de poids. Mais le GROS, c'est une association de professionnels de santé, de cliniciens, et il y a d'autres associations qui, elles, ont pour fonction de protéger les gens dans le cadre de leur travail, comme comment ça s'appelle, comme la HALD, par exemple. Oui, ou bien les associations de patients, en gros. Ou les associations d'usagers, également. Voilà. C'est un problème, je crois, qui est de plus en plus quand même pris en compte, dont les gens ont de plus en plus conscience. Et aujourd'hui, la stigmatisation, c'est très compliqué parce que les gens n'osent pas s'adresser aux institutions pour signaler un harcèlement ou qui sont victimes de discrimination. Mais les associations, les institutions, néanmoins existent. Une petite question pratique. Je suis une maman, voilà, comme bon nombre de femmes ici. Je voudrais savoir quelle attitude adopter vis-à-vis de mon fils, qui a 8 ans, qui n'a pas de problème de poids, et à qui j'inculte, hélas, des choses erronées, à savoir essayer de manger équilibré. Alors qu'il mange de la pizza en petite quantité, c'est s'arrêter. Et hier soir, m'a fait 3 petits chocolats, mais a su s'arrêter alors que maman aurait bien fini la tablette. Et voilà, savoir concrètement que faire vis-à-vis de ce jeune public pour éviter d'en faire des obèses futurs, alors qu'il n'y a pas de problème de poids à la base, et que ce serait plus les parents qui en ont. La bonne nouvelle, c'est que votre fils n'a pas de problème de poids. Donc, on se calme. Et au niveau de l'éducation, ce qu'il est important, c'est d'apprendre à l'enfant à manger d'une façon sereine, à lui faire découvrir les différents aliments, de façon à ce qu'il sache les manger, et pas mettre de pression dessus. C'est très bon, c'est mauvais. Ça, c'est très stressant. Surtout pas stigmatiser son corps, son poids. Donc, après ce qu'on vous a dit, en fait, que notre corps, il était très très bien régulé, il faut se faire confiance, il faut lui faire confiance. Je fais partie de grand public et je voulais juste... Là, vous avez parlé de point d'équilibre, comme quoi c'était difficile de trouver son point d'équilibre. Est-ce qu'on peut penser, on peut dire que le point d'équilibre, ça serait la même chose que l'indice des masses musculaires, l'IMC? Non, ce sont deux notions différentes. L'IMC, considéré comme idéal, se situe aujourd'hui entre 20 et 25, et c'est une notion statistique liée à l'espérance de vie. Donc, c'est pas une notion applicable à un individu. L'individu, chaque individu a un poids qui peut être différent de l'IMC idéal,
qui peut être également différent de ce qu'on appellerait, de ce qu'on pourrait considérer son poids de forme, c'est-à-dire le poids où il est en meilleure santé, ou du poids où il se sent le mieux dans sa peau. Sinon, ça ne serait pas une maladie. Hein. Et lui-même, l'IMC, considéré comme une norme statistique bonne, différente du poids naturel, évolue avec l'âge. Le bon IMC statistique n'est pas le même quand on est âgé que quand on est plus jeune. Il s'élève avec l'âge. Il est mieux d'être plus gros, voire plus gras, quand on est plus âgé. L'IMC bon pour la santé est plutôt à 28 chez les gens de plus de 60 ans. Que pensez-vous du jeûne et des théories qui se développent autour du jeûne? Des sessions de jeûne allongées sur plusieurs jours. On a démontré que le rat carencé, le rat normal, si on le réduisait ses apports caloriques de 30%, il vivait quelques mois ou quelques années de plus. Il y a eu récemment sur France 5, je crois, une émission qui faisait l'apologie de ces centres, et je connais bien les Toledo, là, qui ont ce centre près d'un lac en Allemagne, je ne sais plus lequel, et puis qui ont aussi un autre centre en Espagne, et où quelques grandes personnalités politiques vont régulièrement faire une cure d'ascèse rédemptrice, eu égard à toutes les agapes qu'ils ont pu connaître dans l'année précédente. Alors, l'idée, je crois que c'est pas vraiment démontré, l'idée que ça met l'organisme au repos sûrement, que ça abaisse les métabolismes sûrement, que ça permet de recadrer, de recaler un certain nombre de fonctions, c'est pas exclu. Je crois que c'est plus... je crois que c'est... Bon, d'abord, c'est un business quand même, parce que c'est vrai que prendre très cher pour donner 0 calorie aux gens, c'est quand même le gimmick absolument idéal. Et puis, je crois que psychologiquement, c'est assez formidable de s'imposer un jeûne. Ça existe dans un certain nombre de religions, mais les religions sont quand même plus raisonnables. Elles proposent une journée ou bien de ne pas manger la nuit, enfin selon les appartenances religieuses, mais elles ne proposent pas des cures de 8 jours ou de 15 jours de jeûne quasi total. Je crois que... Alors maintenant, sur un plan métabolique, physiologique et médical, je crois que ces jeûnes à répétition, compte tenu de nos théories et de nos approches, ont plutôt tendance à faire grossir les gens sur le long terme. Parce que le corps défend son poids, le corps se comporte quand même en petit comptable scrupuleux, et quand il voit qu'il a eu un manque à gagner comme ça, il s'arrange pour se récupérer autrement. Et on l'a tous vu, et vous l'avez vu aussi, avec les yo-yo ascendants que peut-être, malheureusement, vous avez connus. Bonjour, je suis diététicienne et je voulais savoir si vous utilisiez les mêmes méthodes d'expérience chez l'enfant obèse que chez l'adulte. Ou alors est-ce qu'il existe des formes adaptées, des expériences, notamment celle de la faim par exemple? Oui, les expériences sont adaptées, mais elles ressemblent fortement à celles qu'on propose à l'adulte. Hein. J'ai répondu? C'est court. Contrairement à ce qui a été demandé tout à l'heure, moi je suis maman d'un petit garçon qui en fait depuis tout petit ne s'arrête pas quand il aime les aliments. Et bien que moi je ne suis pas dans une restriction ou de dire qu'un aliment est mauvais, il peut sauter des repas de temps en temps sans que ça me pose de problème, mais c'est vrai que ça me pose problème quand... il ne s'arrête pas sur un repas ou sur des quantités. Il mange, et du coup, je suis assez démunie face à ça. Est-ce qu'il a des problèmes de poids? Il est dans une courbe haute. Haute, oui, mais stable ou on voit qu'il y a... Stable, mais haute. Il est peut-être à son poids. Si c'est stable, sans augmentation dans le temps de la courbe, il a le droit d'être dans le haut d'une courbe. Il faut rappeler que la norme, c'est quand même un intervalle. Et tous les enfants ne sont pas forcément au milieu ou en bas. Il y en a qui peuvent être en haut. Parce que moi, j'ai tendance à intervenir et de lui dire à un moment donné, stop. Parce que s'il est stable, il a l'air de se réguler. Et il a des périodes où il mange, des périodes où il ne mange pas, ou d'autres où il mange plus. Il a l'air de se réguler. Moi, moi-même, j'avais une fille qui m'impressionnait beaucoup quand elle était capable de vider un frigo, mais elle est mince comme un haricot vert.
les ados, ça mange... Enfin, peut-être que le vôtre n'est pas encore adolescent, mais les enfants... Pardon ? Il a que 4 ans. Ouais. Mais ça mange beaucoup, en fait, quand ça se régule. Hein. Moi, j'ai une fille de 9 ans qui mange plus que moi, maintenant. Il y a un point, quand même, la régulation de la prise alimentaire, elle ne se fait pas sur un repas. Elle ne se fait pas sur une journée. Elle se fait sur un minimum, il faut regarder au moins une semaine, si ce n'est plus, plutôt une dizaine de jours ou une quinzaine de jours. Et donc, faire, pour un enfant, ou pour un adulte d'ailleurs, faire des très gros repas où on a mangé beaucoup, eh bien, n'a pas forcément de conséquences parce que ça va être compensé par la suite, si la régulation se fait bien, par d'autres prises alimentaires très faibles. Hein, donc, ne soyez pas inquiète, mais par contre, à partir du moment où vous êtes inquiète et que vous intervenez, à ce moment-là, vous dérégulez déjà votre enfant. Hein. Ces espèces d'alimentation un peu irrégulière chez l'enfant ou chez l'adolescent, c'est très fréquent. Et je pense que ce qu'on a à faire, c'est à ne pas entraver la régulation. C'est de ne pas empêcher ces enfants de se réguler ensuite. Ce que vous avez à faire, effectivement, tout ça, mais finalement, une seule chose, préparer une alimentation ordinaire, normale, et des aliments disponibles normalement, peut-être en essayant qu'ils ne soient pas trop sous les yeux, point à la ligne, surtout rien d'autre. Finalement, la responsabilité des parents est importante, mais juste pour avoir des repas familiaux convenables, partagés. Mais cet interdit peut être nocif, effectivement. Merci.